L'intérêt de Mesh, c'est que s'il y a une borne qui se déconnecte, automatiquement, le système va retrouver la bonne route pour continuer à délivrer le service. Fast roaming, donc aujourd'hui avec tout ce qui est application déployée en termes d'applications sur tablette, sur smartphone, etc., la voiture IP, la vidéosurveillance, la visioconférence, on a besoin en mobilité de pouvoir se déplacer dans l'entreprise tout en continuant à appeler, à regarder une vidéo ou à être connecté à une visio. Donc quand vous passez d'une borne à une borne, vous n'avez pas cette mini déconnexion qui est souvent désagréable, surtout lors d'un appel téléphonique, dessus. Donc très important en termes de déploiement, si vous voulez garantir une bonne qualité de réseau Wi-Fi dans ce type d'application. MuMIMO vis sous MIMO. Donc sous MIMO, le principe était de dire qu'on avait une borne Wi-Fi, plusieurs requêtes de fait en même temps. Donc le premier arrivé, le premier servi, les autres font la queue. Donc dès que le premier est servi, on attaque le deuxième, etc. MuMIMO en 802.11 AC Wave 2 va vous permettre, va permettre à la borne de délivrer en même temps et de répondre en même temps aux différentes requêtes des utilisateurs. Donc latence réduite dessus. Beamforming qui augmente la portée Wi-Fi et offre une meilleure stabilité, donc grâce à la formation de faisceaux ciblés vers les clients Wi-Fi. Et bien sûr, AirTime qui améliore le débit Wi-Fi total en limitant le temps d'accès aux appareils à faible vitesse, et tout ce qui est B-band sur la fréquence 5 GHz qui est la plus large et la plus rapide avec une bonne steering. Donc Omada est notre offre complète composée à l'intérieur d'un soft logiciel contrôleur, d'un hardware, l'OC200, et bien sûr de toutes les bornes. Donc une gamme où vous allez retrouver tout ce concept de bornes managées. Donc un contrôleur software qui est disponible gratuitement avec mise à jour mineure et majeure sur notre site internet, des bornes plafonniers, des bornes extérieures et des prises murales. Donc qu'est-ce que c'est Omada et qu'est-ce que ça permet de faire surtout? Omada est une plateforme d'administration centralisée qui va vous permettre de déployer, configurer, gérer et administrer jusqu'à 500 bornes Wi-Fi dessus. Vous allez pouvoir synchroniser automatiquement tous les paramètres unifiés que vous allez déterminer, télécharger des plans des tâches pour visualiser l'emplacement exact des bornes et pouvoir y avoir accès très rapidement, d'analyser rapidement des statistiques de trafic réseau, des points d'accès connectés, des users, etc., de surveiller toutes ces données en temps réel. Vous verrez qu'avec l'application, toutes ces choses sont accessibles très rapidement. Et bien sûr, tout ce qui est mise à jour firmware en masse d'un seul point dessus. Donc les différents scénarios. Omada, comme je vous l'ai expliqué, est un soft contrôleur. On peut l'avoir de 3 méthodologies. La première méthodologie, c'est de l'installer sur un PC serveur sur site. Classique, dessus. La deuxième méthodologie, c'est que vous le déployez sur une VM. Vos propres VM, sur vos propres infrastructures dessus. Donc sur une VM, sous environnement Linux, avec Debian, etc., ou sous un environnement Windows. À vous de choisir. Et la troisième méthodologie, c'est ce qu'on verra avec l'OC200. Donc il y a un mini contrôleur, un petit contrôleur, cadencé pour 50 AP, sachant que en fin d'année, on annonce l'OC500 qui lui va avoir une capacité jusqu'à 500 AP en mode hardware. Donc
trois méthodologies, PC serveur, VM, donc full cloud, ou OC200. Connecté vers le réseau WAN de l'entreprise, du WAN vers le LAN et des bornes Wi-Fi connectées en PoE vers un switch PoE, de préférence. Donc l'administrer partout et tout le temps via le cloud, via un cloud sur vos propres VM ou via l'OC200 et un cloud que TP-Link vous fournit gratuitement. Donc, comme je vous le disais, on laisse toujours le choix de la typologie dessus. Vous avez une application sous environnement Android ou iPhone qui va vous permettre de retrouver toutes les fonctionnalités que j'ai vues avant. Donc, accès à notre cloud à nous ou à votre propre VM, l'administration et la supervision en temps réel, et bien sûr ce standalone management dans le cadre où vous installez une machine sur site. Donc le pack Wi-Fi essentiel avec l'OC200, où vous allez retrouver toutes ces technologies, que ce soit Mesh, Fast Roaming, Mumimo, etc. Tout ça en PoE, avec l'OC200 qui peut accueillir jusqu'à 50 bornes dessus, et l'application, plus la fourniture d'un cloud hébergé chez TP-Link. Donc Omada Cloud, comme je vous l'ai expliqué, deux solutions. Omada Controller Software sur vos propres VM ou Omada Cloud Controller avec l'OC200 connecté sur notre propre cloud à nous. Des interfaces dans les deux cas de gestion et de service. Donc une interface web en HTTPS et cette partie applicative. Donc, Omada Controller, quand vous voulez l'installer sur site, vous n'avez pas besoin d'équipement, zéro coût d'abonnement, un accès cloud gratuit, avec des apps dessus. Et comme je vous l'indiquais, on a l'OC 300 qui peut aller jusqu'à 500 AP, 10 000 clients simultanés disponibles pour cette fin d'année. Au niveau des points d'accès, donc comme je vous l'ai indiqué, PA plafonnier, outdoor et prise murale. Donc, on va retrouver dessus toutes les technologies de Mumimo, load balancer, administration client, etc. Donc, en termes de bornes, le AP110, je ne veux pas trop en parler. Je vais démarrer à partir de l'EAP115, qui est une borne en N300, PoE en 10-100, et qui s'interface à Omada Software. Le AP225 qui est la best-seller en AC 1350, gigabit PoE. À partir de l'EAP225, vous avez du Mesh et du Mumimo. Le AP245 en AC 1750 avec deux ports gigabit et bien sûr Mesh, Mumimo, etc. Il faut savoir que le AP245 avec son processeur peut aller jusqu'à 100 connexions simultanées en même temps. Donc je tiens bien au terme 100 connexions simultanées, c'est-à-dire que les gens sont connectés tous en même temps. Sur le AP245, le AP225 va être donné pour 60 connexions simultanées. Ensuite, vous avez tout ce qui est point d'accès wall, donc mural. Avec le AP115, on reste en N300, un port 10-100 dessus. Vous allez monter sur le AP225 wall avec 4 ports 10-100 PoE. Donc la partie Wi-Fi sera en AC 1200. Le AP230 wall passe en mode gigabit avec 2 ports. Donc la version 115 revue en AC 1200 en gigabit. Le AP235, 4 ports gigabit dessus, PoE, en AC 1200. Et bien sûr, les versions outdoor avec le AP110 outdoor en N300 et le AP225 outdoor en AC 1200.
Attention, si vous voulez du mesh, du Mumimo et toutes ces technologies qu'on a vues juste avant, il faut passer par le AP 225 Outdoor et non pas par la 110 Outdoor. On parle de Wi-Fi 6, donc le protocole 802.11ax. Donc chez TP-Link, on a déjà des offres. Alors, pourquoi avoir besoin de points d'accès sur la partie Wi-Fi 6? Toujours plus d'appareils et de données, toujours plus de devices dessus. On parle maintenant d'objets connectés, de montres connectées, toujours les smartphones, les PC, etc. Plus d'applications, plus de services, donc des consommations bas débit et large bande passante. On a besoin de réduire la latence de tous ces appareils connectés en même temps et surtout en même temps. Du streaming vidéo qui réduit le débit vidéo et les signaux Wi-Fi des différents points d'accès qui peuvent créer des interférences entre eux. Wi-Fi 6 est la solution pour répondre à toutes ces problématiques, donc plus puissant, plus intelligent surtout, et va vous permettre avec des fonctionnalités comme BBS Color de minimiser les conflits Wi-Fi et surtout d'utiliser pleinement la bande passante et réduire au maximum les temps de latence. En termes de bornes, EAP 1800 jusqu'à EAP 3600, donc directement avec du mesh dessus. Et ensuite, selon les versions que vous avez besoin, par exemple le AP 3000 va avoir des ports 2,5 gigabits et en termes de nombre de connexions simultanées qui vont quasiment doubler, voire tripler sur la 3600. Donc, le AP 1800 AX 1800, pour la 3000 AX 3000 dessus, et bien sûr la 3600 avec 3600 mégabits seconde dessus. Donc comme vous le voyez, on augmente radicalement la puissance, mais on va surtout radicalement augmenter l'intelligence et les pictures à l'intérieur. Je vous ai parlé de public, on a parlé de privatif, on parle de public. Dessus, sur tout ce qui est boutique, café, restaurant, hôtel, camping, terrasse, on a monté l'offre Spot en partenariat avec la Deep6. Donc, des bornes, donc les EAP, couplées à un service en cloud d'Adip6 qui fait Spot. Ça veut dire qu'on a réussi à coupler Omada Soft Controller connecté à HM d'Adip6 pour gérer toutes ces priorités, tous ces services autour d'une seule offre qu'on a nommée Spot. En clair, un déploiement simple et vous verrez très économique dans ce type de modèle qui est 100% cloud, pas d'installation de matériel supplémentaire et une solution immédiatement disponible dès l'activation de la MAC adresse de la borne sur la plateforme. Donc, vous avez très souvent chez ces clients une box Internet. On interconnecte juste la borne Wi-Fi. On peut la mettre sur, si on en a plusieurs, la mettre sur un petit switch PoE. Si qu'une seule, on peut mettre un injecteur, pourquoi pas. Et des utilisateurs connectés dessus. La solution est super idéale jusqu'à une dizaine de bornes. Entre le modèle Appliance et le modèle Cloud, si vous devez adresser tout ce qui est café, restaurant, etc., avec une faible densité de bornes, l'offre Spot a été conçue pour ça. Vous avez un portail Spot dessus. Quand vous êtes en mode intégrateur sur l'offre, vous pouvez la customiser comme vous voulez avec des photos derrière, des logos, etc. Et aussi, et surtout, la méthodologie de connexion des utilisateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dispo? Email, Twitter, Facebook. On peut fournir un code à la demande. Bref, les principales connexions dessus. Donc, l'offre Spot, c'est la borne Wi-Fi plus la licence et le service Spot, plus les frais d'accès au service. Donc, en termes de tarifs, on va être au prix de la borne, prix revendeur, prix intégrateur, plus 5,90 € par mois,
La remise intégrateur est de 20% sur ces 5,90 €, plus 30 € une seule fois et à vie de frais d'activation du client et du service. Une documentation complète à votre logo, à votre image, donc avec l'offre boutique, l'offre restaurant, l'offre hôtel, l'offre camping terrasse. Et comme vous le voyez, à chaque secteur, à chaque typologie de client, on a pu intégrer une borne spécifique, ce qui vous simplifie vos chiffrages, vos configurations, etc. dessus. Une offre totalement industrialisée qui répond à sa typologie de client. Vous pouvez tester l'offre Spot avec une offre de démo à 79 € hors taxe, composée du point d'accès, de la licence service Spot dessus, des frais d'activation, l'accompagnement et la formation technique dessus, le guide de configuration. Je vais terminer par tout ce qui est audit Wi-Fi. Donc, étude de site, rapport détaillé, planning de déploiement sont les principales raisons d'un bon audit. Donc, qu'est-ce qu'un audit Wi-Fi sur plan, à la différence d'un audit Wi-Fi sur site? Donc, l'étude sur plan est réalisée par les équipes techniques TP-Link et qui a le but de déterminer précisément le nombre et les modèles références des points d'accès Wi-Fi. Les équipements réseau en fonction du nombre d'utilisateurs, de l'usage des utilisateurs, de la taille et l'épaisseur des murs, des matériaux de l'environnement, de la configuration du bâtiment, de la présence d'éléments perturbateurs, cage d'ascenseur, installation électrique, métal, etc. Donc, les points clés, le niveau de signal mesuré en dBm, le rapport du signal sur bruit, le rapport de signal des interférences, la carte des canaux 2,4 et 5 GHz, la carte et les rapports de la bande passante, le taux de couche physique, les zones de couverture des points d'accès et les critères remplis. Comment ça marche? Vous remplissez le formulaire en ligne, on prend contact avec vous. Donc les audits sur plan sont payants et sont à 390 € avec un rapport complet de rendu. Switch PoE, je vais aller très vite dessus, en 15,4 et 30 watts. 15,4 en PoE et PoE plus 30 watts. Donc, pour pouvoir alimenter des téléphones IP, des caméras IP et dans notre cas, des points d'accès Wi-Fi. Une gamme complète avec un déploiement flexible et surtout une gestion intelligente de l'alimentation avec une interface qui va vous permettre, port par port, de donner la bonne puissance que vous avez besoin pour alimenter votre device. Donc, comment je choisis mon switch PoE? Taux de transfert, estimer le trafic de données en fonction des périphériques alimentés, la consommation par port que j'aurai besoin, le nombre de ports PoE, le budget total PoE et les besoins d'administration. Donc, on a des switches qui partent de 53 watts jusqu'à 384 watts sur 4, 8, 24 et 48 ports. Je vais laisser la main maintenant à Yves qui va maintenant passer sur la partie technique. Est-ce qu'on est dans les temps? Parfait. Et vous démontrer tout ça sur l'interface. Donc bonjour à tous. Donc par rapport à l'interface que l'on va voir ensemble, je vais vous présenter donc une partie de l'installation vis-à-vis d'un contrôleur, le contrôleur OC200 où le Omada Cloud est intégré dedans, le software est intégré dedans. Donc pour les facilités d'installation. Ensuite, ce contrôleur-là, donc l'intérêt, c'est qu'il possède deux ports, donc Ethernet, gigabit, dont un PoE, donc pour l'alimentation automatique du contrôleur. Il y a un petit bouton reset. Après une sortie USB, juste pour pouvoir intégrer une clé USB afin de pouvoir mettre
ou une mise à jour firmware, pourquoi pas du contrôleur, ou récupérer les fichiers de conf en cas de panne. Et en façade arrière, vous le verrez, pour information, il y a une petite sortie USB, donc micro USB pour l'alimentation. Bon, après, on comprendra que c'est une alimentation externe, mais bon, qui est pas viable pour un réseau LAN. La procédure d'installation d'un contrôleur ou de Omada Cloud, en fait, ça se passera de la même manière, ce sera tout aussi simple. Enfin, j'espère que pour vous, ce sera peut-être simple, et vous verrez, ce sera assez instinctif, et donc qui va donner une installation facile, vous le verrez, avec efficacité. Ceci dit, lorsqu'on installe une solution Omada, quel que soit le contrôleur ou l'installation sur votre logiciel, vous aurez téléchargé sur votre plateforme Linux ou une machine virtuelle, pourquoi pas de votre choix, en Linux ou Windows. Après, donc nous, on a fait des installations sur des machines donc OVH, donc ou sur votre propre cloud. De toute manière, quoi qu'il arrive, il y aura, même si c'est facile, il y aura toujours une phase de préparation que je vous invite à faire. C'est assez simple. Vous êtes des professionnels pour la plupart, j'espère. Donc, avant de faire un déploiement sur site, il faut toujours déjà vérifier le matériel que l'on a reçu, vérifier s'il fonctionne, et faire au moins un minima de paramétrage afin que tout se déroule correctement. Dans le paramétrage, donc, ça va consister à vérifier la mise à jour des points d'accès. Après, de récupérer évidemment le logiciel sur notre site web. Ensuite, on a parlé brièvement, il faut bien calibrer son switch PoE en fonction du nombre d'EAP Omada, compatible Omada à déployer, avoir un accès à Internet et se doter d'un routeur en DHCP, en serveur DHCP, et je vous dirai pourquoi. Pour la préparation avant le déploiement, donc le paramétrage des points d'accès doit être réalisé toujours en local. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous clients DHCP. Donc par principe, si vous déployez déjà sur le site de votre client, donc il faut bien sûr vérifier, ce serait un peu compliqué, surtout si c'est un DHCP existant. D'où la nécessité de faire un mini maquettage dans son bureau avec quelques points d'accès, ne serait-ce que pour allouer ou définir une adresse IP à chaque élément, et notamment aussi au contrôleur, l'OC200, qui est aussi client DHCP. Donc, pour ce faire, donc il existe un outil qui s'appelle l'EAP Discovery Tool, aussi que l'on récupère sur notre site internet. Le petit maquettage que je vous suggère fortement à réaliser chez vous, c'est brancher juste les EAP donc sur un switch PoE, un routeur serveur DHCP, connecter sur le contrôleur OC200 et évidemment avoir un poste administrateur pour pouvoir récupérer tous les éléments. Sur le maquettage que je vous présente actuellement là, c'est une topologie que l'on peut déployer, qui peut être intéressante, à savoir où on peut faire donc du load balancing en 4G, avec un backup en 4G, soit un routeur en 4G, pour pouvoir paramétrer. Donc, l'idée c'était d'avoir une vision ou une idée de topologie à déployer chez vos clients, avec un switch PoE niveau 2, sachant faire des VLAN, j'en parlerai tout à l'heure, le contrôleur connecté dessus, avec la machine qui va permettre le paramétrage. Et pourquoi le 4G plus tard? Parce que comme c'est l'application Omada Cloud, donc qui permettra de prendre la main à distance et de piloter tous vos EAP de n'importe où à partir du moment où vous avez un accès à Internet. L'outil de découverte des EAP Discovery Tool. Donc il se télécharge aussi sur notre site web. Une fois qu'on l'exécute, il va découvrir tous les EAP, donc tous vos points d'accès. Une fois que vous avez découvert, donc ça va vous aider à faire un petit bilan de votre infrastructure, de pouvoir vérifier leur version de firmware, de pouvoir injecter une version de firmware de manière généralisée en les sélectionnant tous et en poussant le firmware sur tous les AP.
Et ensuite, c'est un outil qui est nécessaire si vous faites un déploiement de masse avec, allez, imaginons si je reviens sur la structure, sur le schéma d'avant, vous voyez sur votre ici un AP distant connecté sur Internet, et le AP Discovery Tools va vous permettre donc d'injecter donc le paramétrage à l'EAP 225 à distance, et aussi d'ouvrir automatiquement les ports pour faire du port forwarding afin de permettre la communication vers l'OC200 et de pouvoir faire en sorte que tout ça soit sur le même réseau, la même infrastructure réseau Wi-Fi centralisée. Le AP, après, lors d'un déploiement, c'est toujours pareil, c'est votre matériel, c'est du Wi-Fi contrôlé. C'est vous qui déployez votre matériel pour des raisons de sécurité, pour éviter que que des AP rogues ou pirates soient intégrés sur votre infrastructure, qui sont des failles de sécurité importantes. Parce que si une personne intègre, quel que soit un point d'accès sur une prise murale qui traîne, donc forcément ça fait une faille de sécurité du point de vue DHCP. Le réseau Wi-Fi, ce n'est plus vous qui le managez. Donc moi je vous invite aussi donc pour éviter tout ça, donc de faire aussi un inventaire de tous vos EAP, pour le support, pour vous, si plus tard vous souhaitez revenir pour faire une installation ou contrôler ou faire des modifications, il est bon d'avoir un historique de l'installation. Donc un inventaire avec la référence des EAP, leur adresse IP que vous avez affectée aux EAP, leur mot de passe, leur adresse MAC, firmware, et la localisation évidemment, parce que si vous revenez 3 mois ou plus tard pour faire une extension de réseau ou autre, il est bon de savoir, si vous avez une perte de mémoire, où sont installés à peu près vos EAP. Après, ce sera pratique, vous le verrez plus tard, lors de l'intégration d'un plan, pour pouvoir déplacer les EAP sur le plan au bon endroit. L'utilisation d'un sniffer pour le maquettage peut être efficace. On lance ce sniffer avec le serveur DHCP et on va retrouver toutes les adresses IP forcément qui ont été allouées par le serveur à tous les éléments. Et donc aussi, surtout, dans notre cas, comme c'est du local dans mon maquettage, de retrouver l'adresse IP de l'OMADA, de l'OC200. Ensuite, vous allez voir l'installation, c'est comme un routeur à la maison, c'est hyper facile. Il y aura plus qu'à suivre les consignes. Paramétrage, c'est un wizard, c'est en quelques clics. Lorsque vous allez vous connecter la première fois sur votre contrôleur, vous serez pris en main directement et vous vous laissez guider. Donc on va faire un let's get start, pourquoi pas. Non, il n'y aura pas le choix. On paramètre l'heure, ça c'est important. Paramétrer l'heure sur un élément, c'est surtout pour l'historique, pour les logs, pour le futur. Et c'est mieux de savoir d'avoir des logs ou des logs de connexion d'une personne à la bonne date, et surtout à la bonne année, pour pouvoir donc analyser les problèmes, si problème il y a, et si on veut faire un petit reporting derrière. On va paramétrer derrière donc un compte administrateur, le login et mot de passe, ça c'est impératif. À savoir que le mot de passe de votre contrôleur, évidemment, on vous l'impose pour les notions de sécurité. On va vous demander aussi l'adresse email. Pourquoi? Parce que par la suite, le OC200 pourra être évidemment managé sur une plateforme cloud, sur votre compte cloud que vous allez créer, que je vous montrerai tout à l'heure rapidement. Donc une fois qu'on paramètre l'adresse IP, dont votre adresse mail, ensuite il y a une phase de découverte automatique où l'OC200, s'il est connecté sur le même réseau que vos EAP, va forcément les découvrir. Et c'est à vous de savoir si vous voulez les prendre en charge maintenant ou plus tard. Après, donc, on paramètre un réseau, un profil, un nom. Ça peut être le nom de votre client. Ça peut être le nom d'un étage particulier si c'est un bâtiment à plusieurs niveaux, rez-de-chaussée, etc. Et on va définir un mot de passe de sécurité différent pour chaque profil ou chaque que vous voulez créer. Là, pour l'instant, comme c'est la première fois que vous allez vous connecter dessus,
évidemment, on va connecter juste un profil général. Après, on vous offre le choix de savoir si vous voulez loguer ou lier votre OC200 au cloud. Vous allez me dire, mais le cloud, on l'a pas encore créé. Je n'ai pas encore créé le compte. Donc, et en fait, c'est juste un petit bouton pour savoir si vous souhaitez avoir un Wi-Fi centralisé géré que par l'OC200. À ce moment-là, on désactive le cloud. Ou si vous voulez avoir un management via l'OC200 et aussi la plateforme. C'est vous qui devez le définir. Certains clients ne veulent pas, par exemple, avoir une gestion, ils ont peut-être des petites frayeurs par rapport à la gestion sur un cloud parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Après, c'est à vous de le voir. Là, dans ce cas-là, si vous le désactivez, ce sera votre contrôleur local et c'est à vous de le manager. Donc, à chaque fois que vous voudrez faire des modifications dessus, malheureusement, vous serez obligé de revenir sur le réseau local. Après, Unbind, c'est pour le lier ou non au cloud. Et après, vous avez le sommaire rapidement pour vous rappeler un petit peu tout ce que vous avez paramétré. Finish. Et là, l'installation du contrôleur est activée, c'est terminé. Et évidemment, vous aurez directement accès donc au login et au mot de passe que vous avez déjà défini au préalable pour pouvoir vous loguer dessus. La découverte de l'interface, voilà. Ça ressemble à ça. Donc, après, je vous montrerai sur l'émulateur pour pouvoir donc, hop, sur les, je fais juste une petite passation. Ça va ressembler un petit peu à ça sur l'interface. Donc l'émulateur il est disponible en ligne si vous voulez vraiment avoir une notion ou évaluer un petit peu le paramétrage que vous avez effectué et vous aurez accès à tous les menus directement. Excusez-moi, je reviens sur la présentation. Hop. Donc, que trouve-t-on sur la... Là, on va retrouver directement tous les EAP qui sont découverts sur le réseau avec leur adresse MAC. Dessus, donc, il y aura plusieurs statuts, donc pending en attente, et là, managé par Other, peut-être par un autre OC200. Et après, c'est à vous de choisir si vous voulez adopter ou non les points d'accès, parce que c'est vous qui pilotez vos points d'accès, afin de pouvoir évidemment créer votre réseau. La procédure d'installation se retrouve, il y a une vidéo sur notre support qui va vous rappeler brièvement et rapidement le processus d'installation d'un OC200 ou aussi, on va le voir plus tard, comment créer un compte Omada, votre propre compte à vous, qui est libre pour pouvoir ensuite intégrer tous les OC200 dedans. Comment fait-on la synchronisation avec Omada Cloud Software? Ou ça peut être aussi avec votre application téléphonique. C'est pareil, ce sera le même compte. L'intérêt, c'est que par rapport à ça, on veut piloter donc de n'importe où les OC200 que vous avez déployés chez vos clients. Il peut y avoir un OC200 réparti chez tous vos clients. On peut imaginer donc votre bureau où vous fournissez des contrats de maintenance pour tous vos clients, où vous avez déployé du Wi-Fi centralisé, et donc de votre bureau avec votre cloud, vous pourrez piloter tous vos clients. Si votre client, donc au préalable, savoir si votre client désire un jour pour une salle de formation changer un SSID, changer une sécurité, ou dans le cas inverse, si jamais il y a un problème, vous aurez en amont et normalement vous pouvez faire un paramétrage que l'on verra tout à l'heure avec des remontées par mail automatiquement pour anticiper des soucis et l'appel téléphonique de votre client. La création de son compte Omada Cloud. Donc, on va vous inviter à vous connecter sur le site https://omada-tp-link-cloud.com login. Dessus, donc là c'est gratuit. Vous allez créer déjà votre compte administrateur, login, vous allez définir votre adresse mail, votre mot de passe, vous allez accepter la charte qu'on vous propose, vous vous loguez. Une fois que vous êtes logué,
même processus, qui va plus tard. Le mot de passe que vous aurez créé vous sera envoyé et généré automatiquement sur votre messagerie pour double confirmation, pour savoir si c'est bien vous. Une fois que ce sera validé, c'est comme un peu tous les sites de e-commerce ou autres, donc c'est une sécurité. Et après, vous aurez directement accès à une interface cloud juste pour pouvoir intégrer autant de OC200 ou de machines virtuelles dedans, c'est pareil, sur votre cloud. Là, si c'est pour intégrer un matériel actif, sur chaque OC200, sur l'étiquette, il y a un petit numéro identification propre à chaque produit. Ça va vous éviter que quelqu'un puisse acheter, pourquoi pas, un OC200 sur n'importe où. Je sais qu'ils sont distribués sur le site e-commerce et décide un jour, le petit malin, de dire je vais mettre un OC200, j'ai vu des points d'accès TP-Link au MADA, je vais prendre la main sur le réseau. Ce ne sera pas possible parce qu'il y a un identifiant à renseigner obligatoire sur votre compte cloud. Une fois qu'on a renseigné donc le login, enfin l'identifiant, le numéro de sécurité et le mot de passe, excusez-moi, qui vous sera demandé lors de l'authentification, c'est celui que vous aurez défini aussi sur le contrôleur. Donc il y a double sécurité derrière. L'OMADA tplinkcloud.com, votre compte à vous, pourra recevoir autant de OMADA. Une fois, donc on peut, avec la souris, vous allez le voir, rajouter autant de contrôleurs distants. Et une fois qu'ils sont affichés online, n'importe où, vous faites launch pour tout simplement activer et avoir accès à la même interface, on le verra, que l'interface du contrôleur parce que c'est le même logiciel. Pareillement, vous retrouverez aussi un processus d'installation avec une petite vidéo si vous le souhaitez pour vous rappeler comment créer un compte. Ensuite, pareillement, sur le site web, il est doté donc d'un onglet FAQ où vous retrouvez tous les scénarios possibles pour pouvoir vous épauler. Donc il y a une partie des scénarios qui sont francisés, une partie, malheureusement, c'est qu'ils ne le sauront pas, que ce soit en version anglaise. Mais après, à votre demande, si vous avez vraiment besoin, pour des raisons spécifiques, vis-à-vis d'un projet, de les traduire, évidemment, on pourra le faire. Donc vous faites une demande, ce sera fait. De toute façon, tous les scénarios les plus classiques, création de multiples SSID, paramétrage du mesh, ou comment comment intégrer un point d'accès, comment le mettre à jour, comment faire du port forwarding pour pouvoir avoir un accès à distance, tout ça, c'est livré dans les FAQ. Le paramétrage de votre réseau Wi-Fi. Donc, je pense que cette procédure-là, de toute façon, vous aurez le webinaire après pour la récupérer, sachant que dans chaque chose, il faut savoir qu'un contrôleur ou le logiciel va piloter des antennes. Je parle d'antennes. Les antennes, les points d'accès OMADA, j'en ai parlé brièvement, une fois que vous les avez achetés, ils ont plusieurs types de fonctionnement. S'ils ne sont pas contrôlés, ce sont des points d'accès tout à fait ordinaires, comme tous les points d'accès que l'on retrouve dans le commerce. En plus, ils ont une interface web, même si c'est client DHCP, donc ce sera à vous de faire l'effort de lui donner une adresse IP. Mais à partir du moment où ils sont pris en main ou pris en charge par une solution OMADA contrôlée, ils deviendront complètement passifs, légers. Ils vont recevoir les ordres que de votre part, par le biais d'un seul cerveau, entre guillemets, votre logiciel ou le contrôleur. Et plus personne ne pourra avoir la main sur les points d'accès. Alors évidemment, la question elle est assez typique. Que se passe-t-il si le contrôleur tombe en panne? Est-ce que les AP perdent la configuration? Non. Les AP conserveront le paramétrage que vous aurez défini avec le niveau de profil. Si vous avez fait plusieurs profils, Wi-Fi étage, Wi-Fi autre, ou Wi-Fi distant de votre client, ils seront encore actifs, à part que, évidemment, ils seront en mode autonome, donc tout le paramétrage sera en stand-by sur les points d'accès lourds, et on parlera cette fois-ci
du, du fait qu'il n'y aura plus d'itinérance possible de vos clients Wi-Fi. L'itinérance, c'est pas qu'il n'y a plus de connexion. C'est-à-dire que lorsque vos clients pourront se connecter d'AP en AP, la notion de roaming ne sera plus efficace. Le roaming, c'est géré par un contrôleur. Alors, pour rappel, le roaming ou itinérance, c'est comme vos téléphones cellulaires, c'est le fait de se déplacer sans perte de coupure, avec d'AP en AP sur vos applications favorites et Internet. Alors, les conseils d'installation, c'est propre à tout réseau, donc même si je vous dis que l'installation d'un contrôleur ou du soft, c'est simple, il y a toujours besoin d'un maquettage afin de, comme je vous le rappelle, de vérifier et de faire l'inventaire de votre matériel que vous allez déployer pour des questions de support ou autres. Et le minimum vital, c'est un mot de passe, définir des adresses IP propres à votre réseau et définir ensuite un paramétrage global. Ensuite, donc, il suffit d'associer tous vos EAP à votre solution cloud ou au C200, c'est pareil. Donc, il suffit d'adopter les points d'accès. Ensuite, ils vont changer de statut, ils passeront en configuré, donc c'est là, ils seront pris en charge directement. Et lorsqu'ils sont configurés, là, vous aurez plusieurs types d'actions que l'on peut faire de manière personnalisée. Et après, vous voyez, il y a la petite roue là, la petite tour rouge crantée, qui permet de faire du paramétrage global de l'ensemble de votre parc. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Alors pourquoi on peut faire une action personnalisée sur un point d'accès? Parce que lors du déploiement, par exemple, il peut y avoir des fréquences ou un point d'accès qui est trop proche d'une fenêtre qui diffuse trop loin. Et sur un paramétrage global, l'inconvénient, c'est qu'ils sont tous au même niveau de puissance. Donc si vous voyez lors de votre étude de couverture qu'un point d'accès est un peu dérangeant ou que le canal n'est pas bien paramétré, on peut avoir accès directement au paramétrage de chaque élément différent afin de pouvoir moduler et adapter donc ce qu'il faut faire. Ensuite, évidemment, dans les actions, on peut déplacer le point d'accès. On pourra mettre à jour le firmware d'un point d'accès si c'est un petit nouveau, au lieu de faire une mise à jour globale de tout l'ensemble du parc, ce qui peut être un peu ennuyeux. De temps en temps, il peut y avoir des latences, et puis bon, il faut surtout pas de coupure. Donc si on veut y aller tranquillement, si c'est qu'un AP par AP, parce que vous faites une extension du réseau, on le fait de manière unique et personnalisée. Dans les fonctionnalités, donc c'est ce que je vous disais, donc il y a les actions. On peut éditer lorsqu'on va éditer, on pourra avoir accès à des sous-menus donc de paramétrage classique. Vous pourrez voir, on peut paramétrer l'adresse IP, passer en IP statique, paramétrer la radio, faire du load balancing, donc définir pour chaque point d'accès le nombre de clients qui sera autorisé par point d'accès. Parce que par défaut, tout est ouvert. L'inconvénient de ça, c'est qu'on laisse, plus il y aura de personnes sur le point d'accès, plus on risque de le saturer. Et pour permettre d'avoir des meilleures performances, et on peut paramétrer le load balancing. Je vous montrerai, le load balancing, ça permet quoi? Ça va permettre de pouvoir définir un nombre d'utilisateurs par point d'accès. Et donc, c'est comme un filtrage. Et si le nombre d'utilisateurs, le chiffre est atteint, le futur client qui va se connecter sur ce point d'accès-là sera directement rerouté ou balancé sur un autre point d'accès pour continuer non seulement sa connexion, mais pour éviter la saturation. Là, dans le menu de configuration, ça c'est pour les adresses IP, on le passe en statique. Et après, on peut définir ensuite des profils. Les profils sur l'interface, donc ça se trouve sur le site. C'est un site manager où dedans on peut définir autant de profils que l'on veut. Alors là, j'ai défini des villes, ça s'appelle vos clients distants ou vos EAP déployés distants ou votre mesh distant, pourquoi pas. Il y a de multiples possibilités. Et ensuite, ça peut être aussi un étage.
Par exemple, admettons que un exemple que j'aime bien, il y a un grand centre commercial que vous souhaitez gérer. Dans ce centre commercial-là, il y a plusieurs boutiques. On peut imaginer, par exemple, que dans chaque boutique, vous déployez un point d'accès qui sera géré par vous. Et chaque boutique ça peut être, donc, chaque point d'accès correspondra à un site, un nom de boutique de votre choix, boutique de vêtements féminins, je sais pas, je vais pas donner une marque parce que je pense que j'ai peut-être pas le droit, mais et chaque entité en fait pourra être pilotée directement et pourra allouer à chaque profil les points d'accès. Donc l'action, voilà, il y a un petit, on sélectionne les points d'accès et on les glisse directement sur le profil choisi. On choisit le profil, là c'était Marseille. Et après, donc, on fait OK et le point d'accès va se retrouver sur le même type d'interface, simple, où sur Marseille, on trouvera tous les points d'accès alloués dans le cas de figure pour Marseille ou notre boutique. Et après, vous pourrez avoir des statistiques dédiées pour chaque site. Les paramétrages avancés Wi-Fi. Donc, il y a pour le paramétrage global dans le setting, on peut paramétrer évidemment le roaming. Mais roaming, c'est pas magique non plus. On vous annonce que c'est la possibilité d'avoir un réseau Wi-Fi sans coupure, mais il va de soi que si les points d'accès ne se recouvrent pas, si les fréquences radio ne se recouvrent pas ensemble, s'il y a une zone d'ombre, et bon, voilà, et vous comprenez, c'est logique, il y aura forcément une coupure. Donc si vous voulez éviter ces zones d'ombre, ça impose, quoi qu'il arrive, de toute façon, même une étude sur plan, c'est qu'à titre d'information, ça fait pas office de vérité. C'est-à-dire que ça, c'est pour appuyer votre dossier technique que vous voulez distribuer ou donner à votre client. Mais de toute façon, le dossier technique, c'est pour dire que vous avez un peu travaillé dessus, que vous faites une estimation du nombre de points d'accès. Mais après, il va de soi qu'il faut se déplacer sur place parce qu'on ne maîtrise pas la diffusion de fréquences, des problèmes de parasitage, de bruit radio. Donc, ça veut dire que même si on paramètre le roaming, qu'on force le roaming sur le contrôleur, après, il faut se déplacer. On peut paramétrer le band steering. Donc, le band steering, c'est la possibilité de donner une priorité, une QoS de connexion aux utilisateurs qui demandent à aller plus vite. On va donner une bande passante dédiée, donc en fonction des fréquences. Donc le band steering, ça va donner une priorité aux clients les plus rapides dès le départ. Allouer une bande passante aux clients. Donc tous les clients qui sont les plus rapides en 5 GHz auront leur bande passante dédiée vis-à-vis de ceux qui sont en 2.4. Le paramétrage global, c'est juste à cocher. Voilà, band steering. On va retrouver dans les menus wireless settings, band steering, on le valide et cela fonctionne. Ensuite, c'est un peu décalé. Il y a la possibilité d'intégrer des plans. Donc le but, ce n'est pas de la géolocalisation. Entendons-nous bien. C'est la possibilité juste de mettre des plans qui seront dédiés à chaque profil. Donc ça veut dire que vous récupérez ou un plan de masse ou vous prenez une photo des plans d'évacuation de chaque niveau. Si c'est un hôtel avec plusieurs étages, et dans chaque niveau où vous aurez défini donc les sites, vous aurez les points d'accès dédiés par site. Il suffira de déplacer les points d'accès pour pouvoir estimer, voir où ils sont pour des raisons de maintenance. D'où l'importance de l'inventaire du début, si vous vous souvenez, où je vous avais donné l'idée de rajouter une colonne localisation. Là, je vais vous parler rapidement du mesh. Le mesh, comme vous l'a dit Fares tout à l'heure, ce n'est pas du répéteur, c'est la possibilité de faire un réseau maillé. Donc, où tous les points d'accès seront liés les uns avec les autres, comme un réseau filaire. Au niveau du point de vue mesh,
on est limité à 3 points il y a un point d'accès qu'on appelle uplink ou route principale, qui sera le point d'entrée sur le réseau de votre client. Et ce point d'accès là donc va s'associer comme des ponts. En général, ils sont tous dual band. Il y a une bande particulière Wi-Fi qui est dédiée pour le mesh pour permettre la synchronisation automatique des points d'accès entre eux. Et ensuite, de pouvoir diffuser le Wi-Fi à distance. Tous les points d'accès mesh donc outdoor, donc sont IP65, donc étanches, aucun problème. Ils sont dédiés pour ça. Ils sont PoE et donc pourront être déployés à hauteur de 3 points d'accès. Un principal, et après ils essaient de faire un réseau en étoile. On parle d'auto-guérison ou failover. Le principe, c'est quoi? Il y a un point d'accès principal connecté sur votre infrastructure générale et vous faites votre déploiement. C'est un petit peu comme le spanning tree, c'est-à-dire que tous les points d'accès vont s'associer ensemble, vont dialoguer ensemble, et le côté auto-guérison, c'est si par exemple un lien s'avère être défectueux, boum, ça bascule de l'autre côté. Ça peut être défectueux non pas parce que ou un point d'accès est déficient, ou sinon il y a un problème radio entre les deux, ou je sais pas, il y a une goutte qui passe, ou il y a un élément qui perturbe la fréquence et le signal ne fonctionne plus directement. Donc automatiquement les points d'accès, le route va prendre la décision d'acheminer les données vers un autre chemin, plus rapidement. La distance que l'on conseille entre les deux points d'accès, pour TP-Link vis-à-vis de nos produits, c'est 180 mètres entre chaque point d'accès maximum. Pas plus, donc 4 points d'accès, un principal, le route, et 3 points d'accès distants, pour faire du maillage. Alors là, sur le schéma, on les met à la queue leu-leu. Je vous invite à éviter, ça peut être, essayer plutôt de faire un réseau en étoile pour une meilleure répartition de charge des clients. Parce qu'évidemment, si vous êtes à la queue leu-leu, c'est comme un réseau Ethernet. Tous les clients qui sont connectés sur le 3e AP dans cet exemple-là auront un peu plus de temps pour pouvoir récupérer les informations. Ça peut créer une forme de goulot d'étranglement. Pour le mesh, au niveau des points d'accès, une fois que vous avez sélectionné des points d'accès OMADA, donc le AP 225 ou 245 extérieur, compatible mesh, donc ça c'est une chose à ne pas oublier. Donc le paramétrage global, il y a le menu mesh. Alors excusez, je vais faire une petite bascule. Hop, je vais vous montrer ça. Comment paramètre le mesh. Voilà. Pour le mesh, donc là alors là c'est le paramétrage global. Je suis allé un peu vite, je suis déjà arrivé sur le mesh, j'ai pas commencé. Donc là ce sont tous vos points d'accès. Là si vous voulez créer un site, comme je disais, on peut créer un site. Là je suis sur l'émulateur. C'est ajouter. Je sais pas, après là évidemment c'est l'émulateur site distant, ce sera rapide. Mais bon, je pense qu'il va pas, hop, il manque quelque chose distant. On fait appliquer, mais bon, ce sera pas pour un as, il me dit OK. Et en toute logique, c'est un émulateur, le site distant va s'afficher en dessous. Bon, vous comprenez que comme c'est émulateur, on ne le verra pas. Et là, il y aura le site distant, Marseille, Lyon, etc. qui vont s'afficher. Ensuite, si on veut déplacer les points d'accès, on veut par exemple faire du outdoor, ou pour des raisons, là, il y a Move to Site. On choisit les points d'accès. Après, on retrouvera ici dans cet onglet-là tous les sites où vous voulez allouer le point d'accès. Vous faites appliquer, il va se retrouver dedans. Après, on peut redémarrer tous les points d'accès. Si jamais il y a un point d'accès qui est un peu douteux ou qui a eu un petit problème, si on a la main, on peut le redémarrer pour le resynchroniser. Par exemple, s'il y a un point d'accès
à des soucis PoE où il y a un PO qui est pas clair sur votre réseau LAN. Si vous avez encore la main, quelquefois ça peut être utile. Ou s'il y a un paramétrage qui n'a pas été pris en compte, on le redémarre après une mise à jour. Là, c'est pour faire les mises à jour globales de points d'accès autonome classique. Et après, si on veut éditer par exemple ce point d'accès là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on va faire du paramétrage dédié par point d'accès. Là, c'est statistique. On pourra modifier, donc on va retrouver tous les users donc par rapport au SSID de ce point d'accès à diffuser des clients. On peut voir les invités associés à ce point d'accès. Là, il y en a un. Ou sinon, si on veut, parce qu'on a vu qu'il y avait des petits problèmes de radio sur ce propre point d'accès qui est trop collé à une fenêtre. Si on veut faire des modifications, on peut modifier donc la radio. Alors attention, il y a le 2.4 et le 5. Donc, si vous faites modification, il y a les deux onglets à ne pas oublier. Si vous paramétrez le 2.4 qui est implicite, faites appliquer. Le 5 sera quand même fonctionnel derrière. Donc ça c'est pour les raisons de SSID. Quelquefois ça risque de faire des SSID cachés en 5 alors que vous pensez avoir tout fait tout paramétré. Je vous ai parlé tout à l'heure du load balancing. Vous pouvez allouer ici un certain nombre de clients. Par exemple, je veux que 10 clients soient connectés sur ce point d'accès là. Si jamais il y en a un 11e qui veut se pointer obligatoirement sur le point d'accès, bah, il sera JP. Par exemple, une salle de formation, une salle de cours où il y a 40 clients, on peut faire la segmentation ou dédier 20 clients sur un point d'accès et 20 clients sur l'autre dans la même salle pour pouvoir alléger et permettre un bon débit. Après, vous avez WLAN. Là, on peut retrouver dans quel groupe appartient votre point d'accès, sur quel site. On peut, action, hop, valider, vous voyez, on peut, il y a une notion de VLAN, valider une sécurité, changer la clé de sécurité sur ce point d'accès là, changer le nom de SSID. Alors là, pour l'instant, je parle que de un seul SSID, on le verra plus tard pour du multiple SSID. Là, c'est pour voir si, comme votre point d'accès était douteux, qu'il y avait du paramétrage, vous pouvez lancer un rogue AP détection pour savoir d'où vient le problème. Donc là, il va scanner son voisinage, vous donner l'inventaire des AP voisins qui ne sont pas, qui sont pas nos amis, rogue, donc pirates, pour pouvoir faire une action plus tard. Ou sinon, forgot des AP, c'est-à-dire que cet AP-là, en fait, on le connaît pas. C'est quelqu'un c'est un AP qu'on connaît pas. TP-Link qui a été déployé, mais en fait, qui fait pas partie du lot, on le dégage. Ça, c'est pour le paramétrage d'un point d'accès. Après, vous voyez, ici, on peut faire le paramétrage global de tous les points d'accès. Là, je suis allé sur le mesh directement. Là, c'est le paramétrage pour tout l'ensemble du parc. Là, il y a un seul SSID. Si on veut créer d'autres SSID, on fait add. Et après, vous allez me dire, oui, mais si on fait, il y a aussi SSID isolation ou client isolation. Ça dépend de certains fabricants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, c'est implicite. C'est-à-dire que lorsque vous, admettons, vous faites un déploiement Wi-Fi lors d'une occasion, là, actuellement, c'est la Coupe du Monde de rugby. Donc, il y a quelqu'un qui, pour une manifestation, souhaite inviter tous ses clients pour venir assister, voir une rediffusion à la télé, voir quelque chose qui les intéresse. Ils leur souhaitent faire bénéficier d'une connexion Wi-Fi. Ils ne souhaitent peut-être pas ces clients-là que vous ne maîtrisez pas, qu'ils puissent tous se voir sur le même réseau. Donc, il y a donc client Wi-Fi ou AP isolation ou client isolation, c'est implicite, c'est-à-dire que là, tous les clients ne se verront pas en Wi-Fi. Et évidemment, seront connectés sur le contrôleur. Et auront tous un accès commun à Internet ou au service que vous voulez leur donner. Dans les fonctions avancées Wi-Fi,
on peut paramétrer, forcer le fast roaming et forcer à la désassociation, c'est-à-dire à forcer le client à se décoller pour ce qu'on appelle les clients. Ben voilà, ça va être redondant. Ce qu'on appelle les notions de clients collants, qui ont des problèmes qui sont associés à un point d'accès, mais qui se déplacent, qui ont du mal à se désassocier. Et plus s'éloigne, vous le savez, la problématique du Wi-Fi, c'est que plus quelqu'un s'éloigne, plus il est lent. Et plus c'est lent, bah, plus en fait c'est partagé, parce que pour l'instant, que ce soit du Web 1 ou Web 2, on est tous sur la même bande passante. Donc on partage tous la même route. Donc soyez en A, B, G. Donc en général, vous partagez les mêmes contraintes que tout le monde. Hop, je vais juste déplacer ça. Donc ça, c'est à paramétrer. Ensuite, on a parlé de band steering. Ça, c'est pour tout le monde. On le coche, on valide. Et si vous souhaitez faire du mesh, ça veut dire, entre autres, que vous avez des points d'accès. Je vais revenir dessus. Outdoor 225, capable de faire du mesh que vous avez connecté dessus. Là, je sais qu'il y en a qui sont connectés wireless, en fait, ils sont déjà en mesh. Comment ça se paramètre? Il y a un paramétrage global, mesh. On active le mesh. On va activer la notion d'auto failover. Je vous ai parlé tout à l'heure d'auto guérison. C'est-à-dire que là, on va définir que quel que soit le réseau mesh que vous avez alloué ou créé sur via votre application, via votre cluster ou autre, grâce à l'application MADA, nous aurons tous l'auto-guérison d'effectuer. Ensuite, rappelez-vous de la notion de maillage. Il y a de toute façon toujours une notion filaire d'un point d'action principal connecté sur le switch. Donc là, on peut faire en sorte que ce soit automatique. S'il y a un AP qui est connecté automatiquement sur le switch, il sera défini automatiquement en tant que route principale. Ou sinon, si vous voulez vraiment avoir un point d'accès spécifique, vous avez des doutes, on peut le personnaliser et définir l'adresse IP de l'EAP qui sera route. Une fois que vous avez validé ça, vous faites appliquer. Et là, vous avez défini le mesh. En général. Après, pour le mesh, vous retrouverez vos points d'accès. Là, dans le mesh, vous choisissez le site, vous allez mettre tous les points d'accès dédiés pour le mesh. Et dans le paramétrage, quand vous éditez, au niveau du mesh, il va scanner les points d'accès qui seront alloués. Il suffira de retrouver vis-à-vis des adresses MAC tous les points d'accès qui seront dans la même bulle et de faire link pour qu'ils s'associent tous ensemble. Et c'est terminé. C'est ça, et le réseau mesh sera fonctionnel. Alors, je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai dit, on ne peut pas mettre plus de 3 points d'accès sur un point d'accès route. Vous allez dire, ouais, c'est limitatif. Non, c'est pas limitatif au niveau du soft, c'est limitatif par rapport à un site. Mais 180 mètres de connexion entre deux EAP, c'est déjà pas mal. Donc 180 mètres sur 3 EAP, c'est bien. Moi, je trouve que ça fait une bonne couverture radio. Après, si vous voulez le louer, vous appliquez dessus, vous louez. Et vous associez les points d'accès. Ce qui est intéressant dans le signal mesh, c'est au niveau du contrôleur, il va vous donner les canaux utilisés. Et ici, donc, la puissance de signal qu'il y a entre tous les AP. Donc, évitez, lorsque vous allez faire votre déploiement mesh, vérifiez surtout le niveau de signal. Moins 72 dBm, c'est pas terrible. Hein. La notion en 2 points, lorsque vous faites du déploiement Wi-Fi, et assurez-vous qu'entre chaque point d'accès soit à peu près la valeur limite, c'est moins 70 dBm, d'être en deçà. Après, vous allez le voir, donc c'est pour ça que la localisation aussi, c'est super important de savoir lorsque vous avez fait votre inventaire, qui est le point d'accès distant. Ça, vous le saurez que par rapport à l'adresse MAC.
Ensuite, on peut faire aussi du multiple SSID. Hop. Donc, multiple SSID, donc, excusez, hop, je me suis, non. Dans Wireless Setting, vous avez Basic Wireless Setting. Vous allez retrouver donc le 2.4 et 2.5 pour les points d'accès bi-bande. Vous avez la notion de roaming, band steering, et je vais revenir juste là. Hop. On va rajouter un réseau. Ah, mince. Je vais revenir juste dessus après, excusez-moi. Ah, c'est vrai, si j'ai été. Où sur le rond, est-ce que... on revient, c'était... On va recommencer. On va créer un SSID. Vous avez l'isolation et vous avez Wireless VLAN ID. Et là, vous avez, quand on fait du multiple SSID, c'est quoi un SSID en Wi-Fi? Alors, c'est le petit nom radio que l'on voit dans le petit nom du réseau Wi-Fi sur lequel on va se connecter, où on va vous donner un login et un mot de passe. Très bien. Mais un SSID, s'il y en a plusieurs, et en général, c'est le cas lors d'un déploiement, c'est un réseau Wi-Fi. On appelle ça un VLAN. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez créer des réseaux Wi-Fi séparés, donc des VLAN, on peut créer par exemple un réseau Wi-Fi salle 1, salle de formation 1, et là, définir le numéro du VLAN, par exemple 100, avec la sécurité que l'on veut allouer à ce SSID. Alors évidemment, si on fait des VLAN au niveau des points d'accès ou d'un contrôleur, cela implique quoi? Mais quelque chose de super important, c'est que sur le switch PoE que vous allez choisir, devront être administrables niveau 2, sachant gérer les VLAN obligatoirement. C'est-à-dire que lorsque l'on commence à faire la segmentation avec des identifiants ID, VLAN, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la continuité du paramétrage au niveau du filaire et au niveau aussi du routeur. C'est-à-dire que si votre client décide, lorsque vous faites l'étude d'avoir plusieurs réseaux Wi-Fi différents, salle de formation 1, 2, 3, ou salle de réception, salle technique, ou donc vous allez créer plusieurs réseaux différents, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une phase de préparation au démarrage pour pouvoir définir le cahier des charges technique que vous voulez faire à votre client. S'il fait 4 VLAN, et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez un switch donc PoE administrable sachant faire au moins 4 VLAN. Ça, à partir du moment où un switch sait faire des VLAN, on gère en général 4094, donc ça c'est pas un souci. Après, niveau 3 ou autre, ça c'est pour les adresses IP, c'est à vous de voir. Le niveau 3 en général c'est plutôt géré par un routeur qui va allouer des adresses IP, qui va faire l'interconnexion ou le partage de la session internet pour tous les sous-groupes différents du réseau local. Mais quoi qu'il arrive, si votre client veut faire du multiple SSID, vous créez un SSID, vous donnez un nom, vous lui allouez le numéro du SSID, du VLAN dont il dépend, la sécurité que vous voulez, donc ça peut être PSK, PSK2, ou un radius, ou après, on verra plus tard, on pourra allouer un portail captif aussi par SSID. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va se connecter, boum, il sera reçu avec une page d'accueil avec que vous aurez défini. Wireless Control. Donc on peut créer du filtrage pour interdire certaines adresses IP, par exemple, d'accéder à votre réseau Wi-Fi. Le côté intéressant, c'est le côté portail, où là on peut définir le portail captif que vous souhaitez réaliser.
j'ai voulu créer un portail captif pour le site 1. Site 1. Après, je sais pas ce que, hop. Le numéro, l'USSID que je souhaite associer à ce site-là. Le type d'authentification du voucher, c'est le ticketing. Par exemple, c'est le billet. Par exemple, la personne d'accueil veut créer un ticket. Sur le ticket, on pourrait définir sur le portail captif une redirection vers un site web. Et ensuite, c'est comme une page web, on la personnalise, on va la customiser, lui définir des couleurs, lui intégrer des photos, créer une charte propre et spécifique à votre client, créer des boutons de connexion ou autre. Après, vous aurez un aperçu de votre création en PC. Sur un téléphone mobile, ça donnerait ça. Une tablette, ça donnerait ça. Donc ça, c'est pour pouvoir ajuster ou voir à quoi ça pourrait ressembler. Et pour le ticketing, j'ai choisi là parce que c'est le plus intéressant. Par exemple, vous avez un manager où vous voyez ici print ticket et vous verrez vous pourrez définir le temps de connexion d'utilisation et rerouter vers votre imprimante directement. C'est-à-dire que, admettons qu'une personne à l'accueil donne des billets de connexion à vos clients, à chaque client qui va s'associer, elle pourra imprimer directement via son application donc les billets de connexion avec les chartes spécifiques vis-à-vis que vous voudrez. Ensuite, ce que l'on peut réaliser dans les sécurités, on peut définir donc notification, etc., test de policy. Donc là, c'est redéfinir les adresses URL propres aux connexions, faire du filtrage par adresse MAC, faire des associations de groupes ou d'intégration de groupes de clients vis-à-vis des adresses MAC. Après, ça dépendra du niveau de sécurité que vous souhaitez mettre. Parce que bon, les filtrages adresse MAC, c'est très bien pour quelques postes. Au-delà d'une vingtaine de postes, on va peut-être arrêter. Essayez de orienter votre client vers un serveur Radius ou autre chose. Le scheduler, c'est très intéressant. Ça permet quoi? Ça permet de définir des plages de connexion Wi-Fi, des plages horaires de connexion Wi-Fi. Si plus personne n'est chez votre client pendant les heures de repas, s'il veut sécuriser le Wi-Fi, si pendant il y a des périodes de congé où il n'y a plus de raison, de nécessité de faire en sorte que le Wi-Fi fonctionne chez votre client, on le coupe. On peut définir des plages horaires de fonctionnement Wi-Fi par profil ou par SSID. En revenant par exemple sur les cas de mon super centre commercial, il y a une boutique, le gérant de la boutique cède la location à un autre magasin. Vous avez le point d'accès, vous le conservez évidemment, on change juste le SSID, le portail captif, et après on peut définir des plages de fonctionnement Wi-Fi horaires vis-à-vis de la boutique. Et après, on associe les plages horaires voulues ou par AP ou par SSID pour des raisons de souplesse. Ensuite, on peut générer aussi de la QoS pour les applications téléphoniques multimédia. Donc là, il y a le menu wireless, il y a le WMM qui est activé par défaut, ou sinon on peut personnaliser aussi la QoS en fonction des applications de votre client. Site setting, on peut, par exemple, si c'est pour des points d'accès extérieurs, si c'est pour des zones de surveillance, pour les souhaiter mettre des caméras ou je sais pas, vous voulez pas voir trop, ou vous voulez être discret vis-à-vis du déploiement des points d'accès, on peut couper la lumière des points d'accès. Comme ça, ce sera tranquille. Device account, on peut, donc je vous ai parlé de multi-tenants tout à l'heure, on peut créer un compte, modifier login et mot de passe de l'administration. Et après, je vous montrerai pour contrôleur setting pour donner d'autres droits à d'autres utilisateurs par profil.
on peut faire un reboot automatique des points d'accès sur plage horaire, si, pourquoi pas. Log setting, on peut paramétrer l'envoi de logs directement de connexion Wi-Fi, attention, hein. Ce n'est pas des logs de connexion Internet, on va se consacrer au fonctionnement Wi-Fi centralisé. Les clients Wi-Fi, le contrôleur n'est pas là pour gérer le trafic Internet. Si vous voulez respecter les chartes, comme vous l'a dit Fares tout au début, il faut passer par ou des radius ou des services externes ou via notre partenaire WeServe qui vous alloue automatiquement un site web, un portail captif, vis-à-vis de la loi. Ça, c'est surtout pour avoir des mails automatiques qui sont reçus sur votre messagerie pour vous dire, attention, tel point d'accès est tombé en panne. Ou tel point d'accès a eu une petite modification. Il y a eu des choses qui sont déroulées qui sont pas saines. Vous serez alerté. Ou sinon, vous pouvez redéfinir l'envoi des logs sur un serveur de votre choix, syslog ou autre. Batch upgrade, donc là c'est pour automatiser ou recevoir les firmware qui vont arriver. Là, s'il y a des mises à jour, on peut effectuer des mises à jour personnalisées, manuelles ou automatiques d'un lot de points d'accès. Attention, tous les points d'accès, vous voyez, il y a 225, 245, ce ne sont pas tous les mêmes. Donc après, c'est à vous de bien choisir les mêmes gammes de produits pour injecter le même type de firmware, évidemment, pour ces produits-là. SSH, pour avoir une connexion SSH. Et VLAN Management, pourquoi on vous propose ça? C'est pour vous dire, voilà, je déploie un réseau Wi-Fi chez mon client. Après, en fonction des demandes de votre client, de notions de sécurité, quelquefois, il vaut mieux faire en sorte que le réseau Wi-Fi général, centralisé, soit sur un VLAN différent que le VLAN 1 commun à tous les réseaux existants du monde. On peut créer un réseau complètement transparent vis-à-vis de votre site client, mais que pour le Wi-Fi. Évidemment, si vous modifiez le VLAN d'administration du contrôleur ou de votre cloud, commencez déjà par modifier le VLAN de management sur vos points d'accès, sinon vous coupez la main. Cloud Access, c'est comme le contrôleur. Si je veux plus associer mon OC200 à mon service cloud ou inversement, j'active ou je désactive. Là, vous retrouvez votre adresse email pour savoir chez qui je désactive. Contrôleur setting, vous voyez, on parlait tout à l'heure on peut créer plusieurs utilisateurs donc pour pouvoir donc avoir plusieurs comptes. Par exemple, votre client veut être sûr de savoir ce qui se passe, il veut avoir un rôle d'observateur de ce que vous faites, parce qu'il veut savoir ce qui a été déployé, ce que vous avez fait. Il va avoir un contrôle sur tout, vous avez le droit de le faire. Et après, on peut créer d'autres utilisateurs, par site ou par profil. Il y a le rôle d'observateur, ils sont multitenants. Il y a observateur, administrateur. L'observateur ne pourra pas modifier des choses, il n'y a que vous. Ça va vous éviter d'avoir des petits soucis. Si votre client désire regarder, il n'y a aucun souci, il peut voir les logs, qui se connectent où et comment. Mais si ce dernier se permet de faire des modifications, ça peut être gênant pour vous. Donc lui, il est juste là pour savoir ce qui se passe. Et on peut choisir le rôle de votre client en fonction du site. Ça peut être intéressant, par exemple, une salle de formation, vous observez et vous pouvez avoir la main sur le nombre de clients qui sont venus dans la salle de formation Wi-Fi. On crée un rôle d'observateur par rapport le nom, son adresse email, son propre mot de passe, comme ça il saura à un instant T combien de clients sont venus à la salle de formation sans foutre le brin sur le réseau. C'est un exemple. Après le bot, il n'y a pas grand chose. L'auto-backup, ça peut être intéressant pour faire des mises à jour, du backup, de la sauvegarde automatisée de votre contrôleur.
ou de votre cloud. Si jamais il y a des évolutions, bah, à chaque fois, donc vous enregistrez en permanence ce qui se passe. Comme ça, vous serez toujours mis à jour et vous aurez un enregistrement sur la base de données ou le fichier que vous voulez par rapport à un nom de date, un nom de jour. Comme ça, si jamais il y a un pépin, on peut toujours revenir en arrière après de pouvoir injecter ce paramétrage-là. Point de vue client, ça c'est le nombre de clients. Voilà, il n'y a pas grand-chose de particulier. On peut voir les logs, c'est les logs de connexion. Vous voyez, il y a des notions de sécurité, warning info. Après, donc, c'est du syslog, hein, c'est pas sur on peut voir ce qui s'est passé sur 1, 2, 3, un mois, ce qui s'est passé. Exporter les logs, ou après personnaliser donc ce menu-là, voir ce qui a été archivé, les alertes. Le côté sympathique, on vous l'a dit, c'est le map. On peut intégrer un plan en fonction d'un site, en fonction d'un étage. Vous intégrez un plan, c'est pas la géolocalisation. Et là, ce sont vos points d'accès. Si vous savez où vous voulez les situer, on les glisse. Ah, ça c'est un point d'accès extérieur. Hop, on va dire que c'est un mesh extérieur. Il va avoir son petit copain. Et là, on peut voir s'ils sont liés ensemble. Et sur chaque point d'accès, on peut imaginer que vous pouvez avoir, sachant que ce point d'accès-là, il a des petits soucis radio parce qu'il y a un élément perturbateur au milieu. On accède directement dessus, sur le paramétrage, pour modifier les données. Ça, c'est, vous pouvez voir, si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous donner votre propre avis en vous connectant sur l'émulateur qui se trouve sur notre site web pour montrer aux clients, ou même pour vous, pour vous donner un aperçu des fonctionnalités de tout ce qui existe sur la solution Omada. On va revenir vite fait sur la présentation. Après, bon, bah, je pense avoir tout dit sur l'interface. Après, c'est l'auto-failover. Je vais vous les montrer. Le mesh. Tout ça, c'est documenté. On choisit, on fait un paramétrage global, je mets settings, hop. On va sur les points d'accès, on scanne, on lit les points d'accès ensemble. Après, sécurité, gestion des utilisateurs, j'en ai parlé. C'est le multi-tenant. Donc, on peut créer plusieurs profils différents de personnes qui peuvent avoir accès à la centralisation du Wi-Fi. On crée des comptes, on choisit les sites. Vous voyez, c'est bon, là j'avais fait des tests. Bon, le Toto, c'est l'utilisateur commun pour beaucoup de gens. Là, je parle rapidement du DFS parce que ça peut être une question qui peut vous être demandée. Je dis, oh là là, attention, je fais du 5 Go en extérieur. Est-ce que je respecte la norme? Oui. Le DFS, rapidement, c'est la législation mondiale pour vous dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser en 5 Go certaines fréquences. Ces fréquences-là donc sont dédiées pour les appareils gouvernementaux, les appareils militaires. C'est-à-dire que vos points d'accès, quoi qu'il arrive, ils diffusent, ils écoutent, mais en aucun cas ne doivent perturber donc ces éléments donc indispensables. Et si jamais ils en détectent un, donc le DFS impose que le point d'accès se plie à ça et se coupe pour donner la priorité aux points d'accès donc gouvernementaux, stations de météo ou autres. Donc il va s'affaisser le temps de pouvoir scanner notre plage de fréquence, donc autorisée et libre pour pouvoir se connecter. Donc ça c'est ce qui est imposé par la norme et par la réglementation. Ce que je voulais vous montrer vis-à-vis de ça, c'est que sur les fréquences utilisées en 5 GHz par les points d'accès TP-Link extérieurs, ce sont les points d'accès donc de libre UN de 1, enfin les premiers 36, 40, 44, 48. Ce sont les points d'accès, ce sont ceux qui sont libres d'utilisation. Mais comme on fait comme TP-Link c'est international, il se peut en fonction des pays que voilà les points d'accès aient des fréquences différentes de diffusion en 5 Go. Pour l'Europe, c'est pas le cas. Le firmware européen vous impose de toute façon
la norme. Donc on respecte la norme, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et on vous dans le menu, vous pouvez aussi, si vous voulez vous rassurer, cocher DFS. C'est-à-dire que si vous faites un mesh en 5 GHz extérieur, vous n'aurez pas de problème vis-à-vis de la loi, de la réglementation et de l'ARCEP. Ça, c'est un bref bilan pour créer des SSID. On crée un nom invité, on applique, on donne le nom de VLAN, et hop, on applique, et après tout va s'associer au niveau du contrôleur. Voilà, on a fait plusieurs SSID. Le multi-SSID dans un contrôleur, bon, je vais aller vite, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que là, il y a 2 points d'accès, EAP1, EAP2, un VLAN 100, un VLAN 200. Bon, là, c'est pas très malin. Le EAP1 aurait pu avoir le EAP 100 et le VLAN 100 et 200. Et inversement pour le EAP2. Ça, c'est vous qui définissez votre réseau. Et quoi qu'il arrive, que ce soit via une application, via le cloud ou votre VM, si vous avez Omada installé, vous pouvez paramétrer tout ça à distance et gérer tout ça. Là, c'est un exemple de paramétrage. Je vous l'ai dit, on veut faire du multiple SSID. Il faut créer des VLAN au niveau switch. C'est les mêmes réseaux. Sur le switch, on devra retrouver les mêmes noms de réseaux. Une fois que c'est paramétré sur le switch, on connecte les points d'accès sur le switch. Et on crée, et sur les points d'accès, on rebelote, je crois que c'est un peu redondant, on crée le SSID et on le lie au bon VLAN pour la diffusion. Voilà, c'est un peu trop gras. Donc après, voilà, après vous retrouverez quoi qu'il arrive sur chaque profil, sur chaque site des SSID des clients. Je vais parler maintenant du NAT forwarding. NAT forwarding, c'est ça. Vous avez votre site local, vous avez mis un contrôleur. Maintenant, vous faites une extension, vous voulez déployer des points d'accès distants à travers Internet. Par exemple, une filiale où, comme j'avais dit il y a très longtemps, au début, vous êtes chez vous dans votre bureau, vous gérez tous vos clients distants. Comme ça, vous pilotez de chez vous une plateforme globale via votre serveur de tous les AP, vous modulez donc les SSID, les fréquences, les sécurités, vous changez éventuellement les portails captifs. Donc pour avoir la main sur les AP distants, il faut ouvrir des ports TCP UDP au niveau de votre routeur interne. Les ports dédiés TCP UDP sont les ports 29810 à 29814. Donc là c'est un TLER 6120, c'est un routeur, ou quel que soit le routeur, 4G pareil, où il faudra laisser les ports 29810 et 29814 ouverts vers l'adresse IP de votre machine virtuelle hébergeant Omada ou votre contrôleur physique pour que les points d'accès puissent remonter automatiquement. Du côté site distant, on pourra lancer aussi donc là un paramétrage avec pourquoi pas une machine virtuelle où vous lancez le AP Discovery Utility et celui-ci va, en cliquant sur Manage, va vous demander l'adresse IP WAN du site principal, le login et le mot de passe de votre application pour pouvoir remonter automatiquement. Free Cloud Management, Anytime, Anywhere. Voilà. Vous avez une plateforme, on peut le piloter via un téléphone, en local, à distance, sur une VM, en Linux. Et vous avez la main sur tout le réseau. Vous avez des applications à récupérer sur Apple Store ou Google Play. Pour piloter, vous aurez à peu près les mêmes menus. Ça, c'est surtout intéressant pour piloter à distance. Si vous êtes sur la voiture et que avant que votre client vous appelle et refaire, je sais pas, 200 bornes pour aller voir le client pour faire une petite modification de SSID, vous pouvez le faire via votre application en toute sécurité. Conseil du déploiement pour les points d'accès, c'est commun à tout ce qui est Wi-Fi, on vous l'a dit. Faire un test de couverture, voir
la sensibilité radio, étudier l'environnement par un déplacement, une analyse de l'environnement. Ça, c'est pour rappel, vous pouvez utiliser des logiciels sur Internet si vous voulez faire ça de manière autonome. Il y a du acrylique, il y a d'autres, par exemple, il y a Wi-Fi Analyzer, il y a d'autres logiciels, mais quoi qu'il arrive, tous ces logiciels-là sont communs. Il faudra regarder ce qu'on appelle le SNR et voir le niveau de signal qui vous est proposé. Alors, il y a des codes couleurs, donc c'est super fastoche. Si c'est rouge, on a compris, c'est comme sur la route, c'est que c'est mort. Et vert, c'est excellent. Donc là, on a le droit d'avancer. Le but du jeu, c'est vous méfiez quand vous voyez des valeurs à moins 60 et moins 70 dBm via vos logiciels. Après, des questions. Que se passe-t-il si le contrôleur OC200 tombe en panne? Ça va continuer à fonctionner, heureusement, mais il n'y aura pas de roaming. Là, je vous ai fait un lien sur une fac qui vous rappelle tout ça. Après, c'est logique, hein, s'il n'y a plus de contrôleur. C'est le contrôleur qui permet la continuité du signal, c'est lui qui va recueillir les adresses MAC. Alors, ça va peut-être vous mener à poser une question subsidiaire, mais s'il y a un contrôleur qui a plus de 100 AP, plus de... Pareil, ça dit que sur un AP, on peut mettre 60 connexions simultanées, donc ça fait un énorme réseau. C'est-à-dire que est-ce que tous les clients Wi-Fi vont aller se connecter directement sur le cloud ou sur le petit EC200 là, qui est, vous voyez, il est tout petit. Parce que là, si c'est le cas, votre EC200, il implose, on est bien d'accord. Il va essayer de recueillir toutes les données qui transitent sur le réseau. S'il recueille tout ça, ça n'ira pas. Non, le C200 ou votre VM va recevoir que les informations, donc Wi-Fi, pour contrôler le Wi-Fi. Tout ce qui transite Internet et les datas, c'est pas lui qui gère, c'est transparent. Il est juste là pour faire le gendarme, pour allouer des paramétrages, sans plus. Est-ce qu'on peut envisager de mettre un deuxième OC200 ou une deuxième VM par exemple sur le réseau pour faire un backup? Oui, sans aucun problème. On peut imaginer avoir une double configuration sur le réseau, avec deux adresses IP différentes évidemment. Donc si une des notions de contrôleur ou VM tombe en panne, boum, automatiquement ça va basculer et les AP seront alloués au contrôleur qui fonctionne. Peut-on planifier des sauvegardes? Oui, je vous l'ai montré. Peut-on faire une planification horaire? Oui, ça peut être demandé. Donc voilà. Donc pour ma part, à vérifier sur Internet. N'hésitez pas à aller sur l'émulateur, voir, en consulter des facs pour vous donner un avis sur le produit. Donc pour ma part, je trouve ça assez ergonomique, intuitif et convivial, simple à utilisation, donc facile à déployer, mais à condition, comme je vous rappelle, avec un minima de préparation. Là, je vous invite à consulter le site, il est assez riche en informations pour les notions de firmware, pour les facs, pour tout ce qui est documentation. Voilà, donc là, c'est pour télécharger la version Omada. Après, vous pouvez le mettre sur n'importe quel type de machine. Le kit Omada qui est proposé, Spot. Alors Spot, je vous rappelle, comme vous l'a dit, c'est un abonnement, ça va vous dédouaner des problèmes législatifs. Ce sera notre part prestataire qui vous propose, avec des frais, malheureusement de mise en service, il faut bien qu'il se rémunère, une solution compatible RCEP, RGPD. Comme ça, si vous faites une installation Wi-Fi, si jamais vous allez vous dédouaner des problèmes de connexion ou de personnes qui font n'importe quoi sur le réseau, ce sera pas vous qui allez gérer ça, mais notre prestataire. Et s'il y a des comptes à rendre vis-à-vis de personnes de la justice, c'est eux qui s'en occuperont grâce à notre offre. Si vous avez des questions et réponses, vous n'hésitez pas à parvenir par mail et on vous apportera évidemment les réponses. Je vous remercie aujourd'hui pour nous avoir suivis et j'espère que ce sera partagé, diffusé. Il faudra regarder tranquillement après sur
sur YouTube ou autre. Et donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, au revoir.